Alors ce matin, on est dans un lieu absolument charmant, élégant. Nous sommes dans la campagne, dans les coteaux du Beaujolais, cette Toscane française, et nous sommes reçus par Boris Gruy, qui est le directeur général du Château de la Chaise. Château de la Chaise. Donc ce matin, j'ai l'honneur et l'avantage que vous me baladiez dans ce territoire absolument exceptionnel, franchement, pour lequel j'ai beaucoup d'affection depuis des années, et je suis honorée d'être là. Et donc, nous allons nous balader. Racontez-moi ce qu'on va faire ce matin. Tout à fait. Alors déjà, merci d'être venu ici. Ce matin, nous allons visiter le domaine, le découvrir. Déjà, dans un premier temps, nous allons monter au château pour pouvoir vous présenter ce magnifique château du XVIIe siècle qu'on va voir juste après. Qui a été construit par... Qui a été dessiné selon les plans de Jules Hardouin-Mansart. Donc Versailles. Donc Versailles. Et les jardins sont d'André Le Nôtre, toujours Versailles, entre autres. Là. Donc on va être royal ce matin. Voilà, on va se plonger au cœur du XVIIe siècle. Du grand siècle. Du grand siècle, la période grand siècle, donc, qui a connu notamment le règne de Louis XIV. Puis, au fur et à mesure de la visite, je vais vous faire découvrir des subtilités, des endroits privilégiés, exclusifs. Et nous redescendrons ensuite là où nous nous trouvons, c'est-à-dire sur le site de vinification, puisque nous avons derrière nous un cuvage qui est classé monument historique, construit en 1771, donc il y a plus de 250 ans. Et c'est ici que nous réalisons les vinifications. Le brouillis notamment. Et le Côte de Brouilly. Et excellent. C'est ça. Et puis, donc, nous vinifions, nous faisons l'élevage des vins, c'est-à-dire que nous les conservons pendant plusieurs mois dans des grandes barriques en bois. Et enfin, nous visiterons un deuxième bâtiment qui, lui, est plus moderne, intégré dans la colline et qui abrite la mise en bouteille et tout ce qui est production énergétique et fluide. Bah, j'adore. On y va, C'est parti. est parti, on est dans le domaine. Donc un domaine, combien d'hectares? 450? 450 hectares au total, sachant qu'on a à peu près 400 hectares d'un seul tenant. Et dans ces 400 hectares, on a 100 hectares de vignes sur l'appellation Brouilly, d'une seule pièce. Et puis après, on a beaucoup de forêts. On a 250 hectares de forêt. On en devine le début là en haut des coteaux, mais la forêt se poursuit derrière. On a un vallon avec uniquement de la forêt qui couvre le terrain, donc sur une surface assez importante. Superbe, hein? Et des dépendances. Et des dépendances. Alors on a des dépendances qui pour certaines sont plus vieilles que le château de la Chaise. On a notamment le château des Clous qui a été estimé, il serait du 15e, 16e siècle. On a plus loin là-bas une ancienne ferme fortifiée du lieu-dit les Lions qui, elle, daterait de l'époque romaine. Donc on a vraiment des vieux bâtiments sur la propriété. Il y en a d'autres qu'on ne voit pas ici, mais voilà, qui permettent soit d'accueillir des saisonniers, soit pour le matériel, ou soit parfois pour simplement on a conservé le patrimoine. Et là, donc toutes les vignes, c'est du brouillis ou côte de brouillis? C'est uniquement du brouillis. Ce que vous voyez ici là, sur le coteau, voilà, vous avez le lieu-dit La Chaise qui nous fait face. On a un petit peu plus loin, dans la prolongation du coteau, le lieu-dit Vers les Pins. Ouais. L'appellation Côte de Brouilly se trouve sur la colline, sur le mont Brouilly. Hein. Exactement. Avec la chapelle du mont Brouilly, qu'on voit du Raisin. Exactement, qui domine la colline. Et donc, on a le coteau sud qui nous fait face. Et sur ce coteau, on a quelques parcelles donc, en Côte de Brouilly. Ça fait des vins plus puissants, les coteaux étant assez escarpés, avec un sol de pierre bleue. Donc des vins qui sont plus puissants, plus charpentés et généralement taillés pour la garde. Ça, on verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Ça, exactement. Vous aimez et vous appréciez, les Lyonnais apprécient ce brouillis. Alors, donc, un très beau château qui a été en partie rénové et qui est encore en cours de rénovation pour l'intérieur. Exactement. Donc moi, je dis waouh quand j'arrive là. Alors c'est un château qui a été fait, c'est un château d'apparat. Au XVIIe siècle, les gens aimaient bien, les propriétaires aimaient bien montrer ce qu'ils avaient de plus beau. Et en l'occurrence, c'est un château dont les façades sont assez impressionnantes, dessinées selon le nombre d'or. C'était une des spécialités de Jules Hardouin-Mansart. Par contre, il n'est pas très profond. Ce n'est pas un château qui a une grande superficie à l'intérieur. Et ça, c'était une des forces de Mansart, c'était d'arriver à faire des bâtiments très impressionnants, très élégants, mais sans forcément avoir des bâtiments disproportionnés. Et puis là, il est posé au pied de la colline. Hein. Donc du coup, finalement, l'endroit où il a été posé fait qu'il n'a pas énormément de place pour se développer. Non, il a été construit sur les fondations d'un ancien château, le château de la Douze, qui était un château médiéval. Donc un château fortifié. Un château fortifié, dont effectivement c'était un château militaire qui avait pour fonction justement d'assurer la sécurité du territoire.
Et donc c'est un château, le château de la Douze, on retrouve des traces dans les archives jusqu'en 1196. D'accord. Donc un très vieux château. Moyen-Âge, hein. Et Jean-François de la Chaise-d'Aix, quand il est arrivé dans la région, il a racheté ce château de la Douze avec 2 autres seigneuries qu'il a unifiées pour en faire un grand domaine. Et quelques années après, le château de la Douze a pour partie été écroulé suite à un glissement de terrain. Il a perdu 2 de ses enfants. Et suite à ça, il a fait construire le château de la Chaise à la place. Ça a pris 2 ans, entre 1674 et 1676. Et donc vous voyez le château de la Chaise pratiquement comme il l'était à l'époque. Il y a eu des petites modifications au cours des siècles, notamment l'aile qui se trouvait à droite du château qui a disparu, qui a été démontée pendant la Révolution française. Mais sinon le reste a été plus ou moins conservé, notamment du fait que le château est plutôt caché. Oui, là c'est la surprise, il est dans un cirque, le joyau on ne le voit pas caché. de loin. Oui, puis c'est volontaire, hein. Voilà. Avec un travail des jardins, on va en reparler. Oui. Alors là, le moment important, le moment que j'adore, C'est l'ouverture. La clé et l'ouverture du château. Allez, alors ça c'est le meilleur moment, c'est quand on se rend compte qu'on peut entrer dans l'espace réservé à ce joyau, ce château absolument exceptionnel. Donc en effet, vous avez repris toute la toiture en tuiles vernissées. Donc là, c'est léché, c'est parfaitement impeccable. Les armoiries qu'on découvre sur le fronton triangulaire. C'est les armoiries de la famille Lachaise. D'accord. Donc on retrouve un lion dans l'écusson avec une couronne au-dessus qui est le symbole du marquisat, puisque le domaine a été élevé au rang de marquisat au début finalement quand Jean-François de la Chaise a repris le domaine. Et on retrouve 2 bassets de part et d'autre qui sont symboles de la chasse, puisque c'était une famille qui aimait beaucoup chasser. Oui, on est à l'époque où on chassait avec plaisir et on admirait, on a la perspective des bois dans lesquels on allait chasser. Bon, il est superbe, là c'est le meilleur moment de la journée, il est en pleine lumière, avec un travail extraordinaire du jardin. On va en parler si on peut interviewer un des jardiniers. Combien de jardiniers en tout ? En tout, ils sont 4. Le jardinier en chef, malheureusement, aujourd'hui est en congé, mais on a les 3 autres qui aujourd'hui travaillent d'arrache-pied pour entretenir le jardin. On est une période où il fait beau, il fait chaud, il pleut de temps en temps quand même, donc ça pousse. Il faut régulièrement tailler, entretenir. Ces jardins à la française demandent beaucoup de travail. Donc le nôtre avait dessiné ces jardins. Oui, ça représente un échiquier. On peut retrouver les pièces d'un échiquier et on retrouve un autre signe distinctif, une signature Le Nôtre. C'est le bassin dans lequel se reflète le château. Alors avec la fontaine aujourd'hui, on ne le voit pas forcément, mais les jeux de miroirs étaient une des spécialités d'André Le Nôtre. Alors donc maintenant, avant d'aller devant ce très beau château, je crois que vous avez prévu de nous montrer le potager. Le jardin est constitué de 2 parties. On a ce jardin à la française, qui est le jardin ornemental, et on a également le jardin nourricier, celui qui à l'époque permettait donc à l'ensemble des gens, qui vivaient sur place de pouvoir se nourrir. Donc on a un très joli potager en forme d'étoile. On a 72 rayons qui reçoivent soit des cultures potagères, donc pour se nourrir, soit des fleurs. Les anciens propriétaires, la famille de Roussy de Sales, aimaient beaucoup les fleurs, notamment Nicole de Roussy de Sales. Donc on a une roseraie qui complète ce potager. Et vous allez le voir, alors on est au début de la période de floraison, donc tout n'est pas en fleurs, loin de là. Mais on a beaucoup de choses qui ont été plantées, qui seront en fleurs pendant l'été jusqu'à l'automne. L'automne étant la période peut-être la plus fleurie pour le potager. Alors qui a accès à ce potager ? Est-ce que je sais que vous organisez des visites guidées, que vous organisez évidemment des dégustations de ces vins somptueux, que les gens peuvent aussi déjeuner avec un traiteur, ça vous nous en parlerez plus en détail. Mais qui peut avoir accès à ces jardins ? Alors ces jardins, ils sont visitables, il suffit de réserver sur internet ou d'appeler le domaine. Et le parcours de visite passe par ces jardins potagers. Donc vous avez des explications sur les cultures. Alors je suis moins calé que Madison qui s'occupe de faire les visites. Les visites d'ailleurs sont faites en français ou en anglais, en fonction du public. Alors moi je vois de la lavande. Oui, alors ça voilà. Là la lavande. On a de la lavande, on a pas mal de fleurs, donc elles ne sont pas toujours identifiables quand elles sont jeunes comme ça. On a également un peu plus loin, on a des courgettes, des tomates, des salades, on a des framboisiers un peu plus loin là-bas. Toutes les cultures palissées qu'on voit ici, ce sont des pommiers. Voilà, on a énormément de choses différentes. Donc l'étoile, voilà le bassin central et donc les allées en forme d'étoile. Exactement.
Incroyable. Alors là, on s'approche du château. Donc, qui recevez-vous dans ce château? Alors ce château, il a vocation à recevoir les professionnels du monde du vin, puisqu'on a un domaine viticole, donc produit avant tout du vin, et c'est ce qui permet de faire fonctionner l'ensemble du site, permet de financer les travaux aussi. Et donc on reçoit des journalistes, des clients importants, des importateurs, on organise des dégustations, parfois des déjeuners, pour pouvoir justement travailler ensemble et mettre en avant le patrimoine du château de la Chaise. Alors un travail de façade absolument exceptionnel. 1676, donc la construction. Même la porte est d'origine, la Oui, porte en bois. La porte est d'origine. L'imposte qui est splendissime. On retrouve 2 masques de Bacchus sur la porte. Ah ouais. Et on retrouve également un masque de Bacchus qui domine la porte. Donc c'est un masque de Bacchus selon le Bernin, célèbre sculpteur du XVIIe. Et donc, les grappes de raisin en dessous. Voilà, on retrouve beaucoup de signes de la viticulture, parce que ce château avait une vocation viticole dès son origine. On avait de la vigne, alors moins à l'époque qu'aujourd'hui, mais on avait quand même beaucoup de vignes. Et le clos de la Chaise qui a été construit derrière le château abrite la plus belle parcelle de vignes du domaine. Et donc ça a été dessiné selon le nombre d'or, encore une fois, alors on va aller voir. par Mansart. On va aller le voir. On a la chance d'aller voir ce clos. Alors on y va. Alors là, c'est le clos de la Chaise. C'est écrit dessus. Clos planté de vignes. Monument historique quand même. Voilà, il en existe seulement 4 en France. Vous avez 2 clos dans le Val-de-Loire, le clos Cristal et le clos entre les murs. Un clos dans le Gers qui abrite un conservatoire de vieux cépages et le clos de la Chaise. Bon, vous allez nous expliquer que cette histoire du clos. Et moi je rentre dans... Waouh! Donc c'est un vrai petit jardin, je vais vous expliquer pourquoi. Un jardin protégé. Un jardin protégé et classé. Tout est fait à la main ici. Que ce soit bien entendu la taille de la vigne, mais tout son entretien, l'entretien des enherbements. On laisse volontairement l'enherbement totalement s'épanouir au pied des vignes, de manière à maintenir des équilibres dans les sols. Et la vigne que vous voyez là a une trentaine d'années, donc elle est dans un âge où elle produit bien et des raisins de qualité. Et c'est une vigne qui va pouvoir encore perdurer pendant au moins, je dirais, 80 ans. Et quand on dit clos de la Chaise, c'est cet espace c'est cette parcelle préservé qui fait moins d'1 hectare. On produit un peu moins de 2000 bouteilles sur cette parcelle. Et chaque bouteille est valorisée au travers d'un coffret. Un coffret en cuir végétal qui est fabriqué à partir de marc de raisin. Ouh là là, tout est réfléchi et le coffret en lui-même est fabriqué en Ardèche. On entre dans le lieu historique même, quand même. Là, c'est là où ça va sentir le vin. Ah voilà, allez, je vous suis. Donc là, une volée d'escalier, oui. Une vieille porte en bois. Et là, c'est là que c'est beau, encore, enfin je sais pas si on peut dire encore plus beau. C'est extraordinaire. On est dans un endroit qui est assez unique en Beaujolais. Alors là, on est donc 108 mètres de long. 108 mètres de long. Un parfait niveau d'hygrométrie, je crois que là on est à 13%, je sais pas quoi. Oh non, en plus on est à 90% à peu près d'hygrométrie. 90%, mais température du coup. Et on est à 13 degrés. On oscille entre 13 et 16 voilà, en fonction de la température 13 extérieure. Quelque part. Et oui, un beau niveau d'hygrométrie. Et alors là, on n'y va plus, on est juste là pour regarder. Donc à partir de cette barrière-là, derrière, c'est les personnes qui travaillent en cave qui ont le droit de marcher sur le sol. Donc ici, vous avez 50 foudres. Donc un foudre, c'est un contenant en bois comme on voit ici, qui fait entre 3000 et 9000 litres de capacité. On va y mettre nos vins pendant une période de 8 à 18 mois. 8 à 18 mois. Ici, on a effectivement, on va dire, 2 millésimes qui cohabitent. Parce qu'en fonction de la durée d'élevage, on a des vins 2023 ou des vins de 2024 qui sont en élevage en même temps. L'idée, c'est qu'une fois cette période d'élevage réalisée, on va soutirer le vin, c'est-à-dire qu'on va enlever le vin qui a été clarifié, dont les dépôts s'est déposé au fond du foudre. On va le mettre dans une cuve au-dessus et ce qui reste, ce qu'on appelle les lits, va être séparé et envoyé en distillerie. Alors justement, ça c'est intéressant, ça va être envoyé en distillerie pour y faire du marc. Exactement. Ça va être distillé pour faire... Voilà, alors soit ils en font de la... C'est une partie que vous devez, en fait... Vous devez ça à l'État, c'est ça? C'est une partie qu'on doit... On peut nous-mêmes les distiller et garder le fruit de cette distillation. Mais nous, on a fait le choix, pour 95% de ces effluents vinicoles, les donner en distillerie.
Par contre, il y a 5%, et c'est avec le marc qui sort du pressoir que nous faisons ça. On va le distiller et conserver cette eau de vie, ce marc de Bourgogne, qu'on va élever pendant 10 ans avant de le mettre en bouteille. Waouh! Et ça, c'est caché où? C'est dans une autre partie du domaine qui n'est pas ici. Vous avez terriblement beaucoup de ressources. Hein. Exactement. Donc, Brouillé et Côte de Brouilly. Voilà. Donc, vous voyez, on a deux autres appellations, mais qu'on ne voit pas ici, Morgon et Fleury. Effectivement, Brouilly et Côte de Brouilly, c'est les deux appellations que nous avons le plus en termes de superficie et donc de production. On travaille en lieu-dit cadastral. Donc, vous avez Côte de Brouilly, Chavannes, par exemple. Chavannes, c'est le nom du lieu-dit cadastral et ça va donner une cuvée à part entière. D'accord. Chaque parcelle est vinifiée séparément, élevée séparément comme ici, et mis en bouteille séparément. On est d'accord, pas du tout de blanc. On fait du blanc, si, on fait du blanc, mais depuis très très peu de temps. Mais ça, c'est les secrets. Vous faites du chardonnay, alors oui, vous avez du blanc. Qui sera mis en bouteille dans peu de temps. Waouh, mais ça sera la fête. Hein. Voilà. Je voudrais le goûter. Vous le goûterez, super. Assurément. Allez, on y va, on continue. Là, on va passer à la partie très... Alors, cachée dans cette colline, très arborée, très végétalisée, on aperçoit une porte. On a l'impression d'aller dans un lieu secret, mais c'est un lieu secret. C'est quand même aussi le lieu où on fabrique la suite du vin. C'est remis en bouteille. On peut considérer que c'est un lieu secret. Effectivement, il abrite le stockage, la mise en bouteille. On a quelques locaux aussi pour les salariés, pour les cavistes. Et il est intégré de cette manière parce que le bâtiment historique est classé. Est à côté, donc on ne pouvait pas se permettre de faire un bâtiment très moderne et très visible à côté. Donc on a décidé. C'est notre architecte en chef des monuments historiques qu'on adore, Didier Replin, qui a aussi œuvré. Il a passé du temps avec vous. Il a passé beaucoup de temps et c'est devenu un expert en vin. Ah donc, oui, c'est ce que j'allais dire, il en a profité. C'était déjà un amateur. Donc là, c'est quelle matière là, Ça, c'est du cuivre. Ce sont des panneaux en cuivre. Qui se patinent avec le temps, qui sont en train de bleuir. Alors on a quelques marques, mais ça évolue avec le temps et ça devient assez joli. On prend une très belle patine avec. Donc là, on stocke. On va rentrer dans un premier endroit qui est le stockage, donc qui abrite des bouteilles qui ont déjà été habillées. C'est-à-dire que là, on arrive vraiment sur le produit fini, c'est-à-dire une bouteille qui a une capsule, une étiquette, une contre-étiquette et qui est conditionnée en carton. Donc ça part dans les jours prochains. Ça peut partir soit sur le marché français, et là, en l'occurrence, c'est sûr que c'est le marché français parce qu'on a des mentions légales qui sont obligatoires à l'arrière, où on reprend donc des mentions pour le marché français. Et puis on a également de l'export en fonction des pays. Voilà, on a des palettes qui sont dédiées à l'export. Je ne sais pas si celle-ci... Non, ça part. Vous voyez, on vend même du vin dans le Bordelais. Ah, mais comme quoi Blanquefort, les Bordelais 33. Ils s'adaptent aussi, ils savent découvrir. Ils ne sont pas restreints à leur vin. Non, bien sûr, ils ont une vraie ouverture d'esprit, c'est appréciable. Donc c'est tout en béton. C'est tout en béton. Et donc c'est vraiment très épuré. Comme concept, on voulait que tous les réseaux soient accessibles. Donc vous avez un monte-charge qui peut lever des charges très lourdes. Oui, donc des palettes. Des palettes, on peut lever jusqu'à 6 tonnes de charge dans un monte-charge comme ça. Et vous avez la ligne d'embouteillage avec Gérard au bout qui est en train d'habiller des bouteilles. D'accord. Alors qui est-ce qui design les étiquettes C'est ma compagne. Ah, très bien. Mais dites donc, c'est du travail en famille, c'est oui. exceptionnel. Jusqu'au bout. Alors vous lui ferez des compliments parce qu'on a des étiquettes qui sont superbes, qui sont claires, visibles. Je transmettrai. Oui, vous lui transmettrez. Mon oncle aussi a son mot à dire, mais voilà. Bien sûr, bien sûr. Monsieur Gérard, ça va? Donc là, dans la journée, combien de bouteilles peuvent être... combien de cartons peuvent être prêts et combien d'étiquettes de bouteilles? C'est une ligne qui est faite pour habiller environ 3000 bouteilles par heure. On tourne à des cadences un peu inférieures parce qu'on ne veut pas non plus surcharger. Voilà, donc l'idée c'est de travailler qualitativement. On peut conditionner 15 000 bouteilles à peu près dans la journée. D'accord. Alors j'adore parce que vous appelez ça les grands flacons, on se croirait en parfumerie. Grand flacon dans le sens plus grand qu'une bouteille de 75 centilitres. Donc là ici on a des magnums, mais on fait aussi des Jéroboam, des Mathusalem, donc des très grandes capacités. C'est du brouillis ici et tout est ciré sur les grands flacons. On cire donc avec une cire végétale. Tout est fait à la main par Gérard, donc qui est le plus ancien du domaine, mais qui a un vrai savoir-faire et qui sait faire ça de façon admirable. C'est beau, c'est régulier. Hein.
Donc voilà. Mais c'est un travail qui prend beaucoup de temps, hein, parce que c'est bouteille par bouteille, on n'a pas de machine pour ça. Et c'est fait dans les petits bains à cire que vous voyez ici. Donc ici, toujours au Château de la Chaise, on est dans la partie très moderne. On va découvrir, grâce à Thierry, le local de géothermie, puisqu'en fait, le Château de la Chaise a pris vraiment le tournant développement durable, Exactement. écologie. Et vous allez nous expliquer tout ça. Allons-y. Alors on y va. Donc vous avez le pass, bien sûr. Hop, On y va. la lumière. Alors ça, c'est un monde très technique. Expliquez-nous un peu où on est. Donc voilà, on arrive dans le local qu'on va appeler géothermie, où on fait la production chaud et froid. Ici, on a 2 groupes froids qui vont nous permettre d'avoir de l'eau glacée, de l'eau froide, qui va gérer la climatisation des bâtiments là, et la thermorégulation des cuves à la cuverie. Voilà, ça c'est important. Donc n'hésitez pas à rappeler comment ça fonctionne, puisqu'on a vu avec M. Gruy la partie vinification de base, enfin la vendange, le stockage et le travail dans les foudres. Donc là, ça veut dire que vous avez toutes ces machines. Donc les machines qui nous produisent l'eau glacée et tout le système de pompe qui vont distribuer pour les climatisations dans le bâtiment, qui va distribuer dans la cuverie pour la gestion des cuves, pour les températures des cuves, pendant les vinifications, pendant le stockage. On va pouvoir faire du froid, avoir du froid. La machine en face, elle nous fait du chaud. Et c'est le même principe. Elle va permettre de chauffer le bâtiment et d'envoyer avec les pompes, que des pompes à débit variable pour des économies d'énergie, qui vont envoyer dans chaque cuve. Une cuve peut faire du froid, l'autre cuve peut faire du chaud. On est limité sur rien. Très impressionnant. Et donc, est-ce que vous voulez dire que, par exemple, en Beaujolais, vous êtes les seuls à avoir un tel niveau de performance au niveau Oui. géothermie Après, Après, c'est très moderne. dans Enfin, cette ça dimension-là, a été construit il y a quelques années. exactement, c'est tout neuf, c'est Ouais. tout. On est quand même précurseur sur tous ces Ouais. systèmes. Très impressionnant. Ben, merci de nous avoir Mais montré avec plaisir. cette salle dédiée à la géothermie, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte des économies qu'on peut faire et le côté très vertueux de l'activité. Alors, cet œuf en béton, racontez-nous. Alors c'est un œuf qu'on a acheté il y a 2 ans maintenant, qui est plutôt un projet expérimental. C'est-à-dire que la forme ovoïde est assez utilisée pour les vins blancs, pour l'élaboration des vins blancs, notamment la partie élevage. Et j'ai voulu essayer sur vin rouge pour voir ce que ça donnait. Donc c'est un œuf qui fait 6 hectolitres, ça veut dire 600 litres. Donc ce n'est pas une grosse capacité pour nous au domaine, mais c'est quand même intéressant, on fait suffisamment de volume pour pouvoir faire une cuvée. Et c'est suffisamment petit pour que ça reste une expérimentation. Si ça ne marche pas, on ne sacrifie pas trop de vin. Alors, j'ai le droit de tester un de ces somptueux breuvages Un brouillis. dans un verre siglé Château de la Chaise. Un brouillis, quel millésime 2023. 2023, avec une belle couleur, une robe. Rubis. Moi, j'attends parce que je ne veux pas faire d'erreur. On a un joli rouge rubis. Le vin est relativement jeune, donc on n'a pas de note d'évolution, en tout cas sur la couleur. C'est assez limpide. Écoutez, moi je dis chapeau. Merci. Merci pour cette balade, cette visite, cette déambulation dans le clos et dans tous ces espaces, puisque c'est un lieu immensissime. Vos 3 mots pour décrire la partie plus moderne? Alors, je commencerai par modernité, puisqu'on a quand même fait quelque chose qui est avant-gardiste en soi. Je parlerai de technique, puisqu'on a un bâtiment qui est très technique, avec la géothermie, avec toute cette gestion des fluides. Vous m'avez dit que vous étiez il y en a combien en France? On doit être 4 ou 5 domaines en Ouais. France à être équipés de ce type d'installation. Et puis, je terminerai par peut-être écologie, puisqu'on est très engagé au niveau de l'environnement et que la géothermie, le photovoltaïque, toute cette conception qui se veut aussi peu consommatrice d'eau et d'énergie fait qu'on fait des efforts pour l'environnement. Donc, voici Vous mes êtes 3 mots de la fin. vertueux. Merci. Merci à vous.